ていた少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Quand je vous parle de l'importance que la Seconde Guerre mondiale a eue sur le pays et de son impact énorme sur le changement de société et presque de civilisation qui en a suivi, je vous expose souvent les 2 ou 3 décennies qui suivirent et le chaos de sa sortie immédiate. Dans la terrible affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, vous verrez que cette situation, quelques 75 ans plus tard, n'est pas vraiment réglée dans certaines parties du Japon, continue de diviser durablement l'opinion et ce pour de très bonnes raisons. Pour comprendre le retentissement, le cadre et les circonstances de l'affaire du meurtre de Shimabukuro Rina, il convient de revenir sur la fin de la guerre et le début de l'occupation américaine. Ce n'est un secret pour personne, le Japon a signé son acte de capitulation le 2 septembre 1945, moins d'1 mois après les bombardements criminels de Hiroshima et de Nagasaki, laissant un pays exsangue et traumatisé. La peur d'une revanche sauvage et violente de la part du vainqueur était dans toutes les têtes et une vague de suicides de femmes suivit cette entrée des troupes US sur le territoire, craignant que les viols à répétition dont faisait état la presse ne perdurent. N'échappant pas à la règle, et malgré la volonté sans doute sincère de MacArthur de pacifier le pays, ses troupes y comprises, le viol fut utilisé par les troupes alors toujours en guerre pour traumatiser les populations locales et briser la résistance des vaincus, ce fut d'ailleurs également le cas en Allemagne à la même période. Vae victis, malheur aux vaincus, et le Japon dut alors affronter la terrible réalité de cette phrase autrefois prononcée par Brennus après le sac de Rome. Après les 2 millions de morts japonais durant la guerre, ce fut 1 million supplémentaire qui décédera de malnutrition et de maladies jusqu'en 1948, dont une majorité d'enfants. À cela, les forces d'occupation américaines ne firent pas grand-chose si ce n'est distribuer chocolats et chewing-gum dans les rues pour améliorer leur image. Les énormes budgets alloués par le président Truman aux troupes d'occupation étaient principalement utilisés pour construire des bases militaires dans tout le pays et préparer une installation durable. Il va sans dire que les milliers d'hectares de terre dans les plus belles régions furent réquisitionnés et pas un yen ne fut payé aux propriétaires. Cette volonté de rester au Japon, mais aussi en Corée ou aux Philippines, n'avait rien d'humaniste ni d'humanitaire et la volonté profonde du gouvernement américain n'était pas tant de relever le pays qu'il venait de vaincre que de solidifier ses postes avancés contre la menace chinoise et surtout soviétique. Alors certes, les médecins de l'US Army procédèrent à de vastes campagnes de vaccination parmi la population, mais beaucoup l'admettront, il ne s'agissait pas tant de s'occuper des locaux que de protéger les soldats américains de possibles épidémies. Cette occupation, qui devait se terminer en 1952, se verra tourner en traité bilatéral, traité de dupes, puisque sous couvert de parapluie militaire, les Américains avaient démilitarisé le Japon, le maintien de troupes sur le territoire national n'était ni plus ni moins qu'une prolongation ad vitam aeternam de cette occupation. Dès lors, les bases s'organisèrent, de vastes villages, parfois même des villes, furent construites par les soldats US et pour eux, en périphérie des agglomérations reconstruites. Le plus gros contingent fut installé à Okinawa, paradis tropical, avec plus de 50 000 hommes sur un territoire de 100 km de long sur 15 de large. Il va sans dire que, malgré la paix et le petit miracle économique qui régnait dans l'archipel, les choses ne pouvaient pas bien se passer avec une telle promiscuité. Dès les premiers jours de l'occupation, des incidents éclatèrent dans presque tous les villages alentours. Les GIs en poste refusant de payer ce qu'ils consommaient dans les bars et pillant les rares magasins approvisionnés, mais aussi violant femmes et jeunes filles comme ils l'avaient fait en toute impunité durant le conflit. En 1948, devant le nombre impressionnant et alarmant d'agressions sexuelles, y compris sur des fillettes, commis par les soldats américains en poste à Okinawa, mais aussi dans le reste du pays, le général MacArthur, gouverneur et administrateur du Japon occupé, vota une loi militaire d'exception qui punirait de pendaison tout homme de ses rangs qui se rendrait coupable de viol. Le décret fut publié dans tout le pays et placardé en japonais dans les rues d'Okinawa pour rassurer les populations.
Le pays était déjà traumatisé par les exactions des troupes de MacArthur à Nagoya au printemps 1946, où, après avoir coupé les lignes téléphoniques, les soldats violèrent toutes les femmes qu'ils trouvaient dans les maisons et dans la rue, agressant même des filles de 10 ans, horreur qui trouva son point culminant avec le viol collectif d'une femme d'officier impérial qui venait d'accoucher et dont le nouveau-né fut tué par un marine devant ses yeux. Ce cauchemar fut porté à la connaissance de la population ainsi que les agressions quotidiennes autour des bases militaires, principalement par le biais de journaux d'information, d'abord clandestins et nationalistes, organisés et financés par les clans Yakuza qui reconstruisaient le pays en sous-main. Ces journaux seront plus tard tolérés, puis réautorisés, et deviendront certains des grands quotidiens que l'on connaît aujourd'hui. Devant le tollé général qu'engendra ce genre de nouvelles, et pour éviter de nouveaux incidents avec l'occupant, le gouvernement de Katayama Tetsu, l'un des 2 seuls premiers ministres socialistes que compta le pays, décida d'ouvrir une centaine de maisons closes aux alentours des bases américaines pour satisfaire aux besoins des boys et endiguer la dramatique épidémie de viol qui y sévissait. Surfant avec la légalité, la prostitution était officiellement interdite par son propre gouvernement. Il chargea, là encore, les clans Yakuza de l'organisation des bordels, de l'approvisionnement en filles et en alcool et de la sécurité. Mais devant le peu d'entrain des troupes à payer les prestations, l'opération fut un surcoût important pour le gouvernement et les clans qui, de fait, finançaient la chose en sous-main. Mais très vite, les Yakuza y trouvèrent leur compte, fournissant les filles gratuitement aux soldats en échange de leur pactage, exempt de fouilles douanières pour y importer amphétamines, héroïne et armes. Ce système endigua les agressions pour un temps, mais ne les arrêta en rien. La loi votée par MacArthur ne fut jamais appliquée car dans les faits, elle soustrayait les criminels à la justice japonaise pour les faire juger par un tribunal militaire américain qui, la plupart du temps, les relaxait faute de preuves et parfois les mettait aux arrêts pour quelques jours, exceptionnellement les renvoyait au pays avec suspension de solde lorsque le cas était particulièrement grave. C'est cette justice d'exception dans un pays souverain qui sera appliquée jusqu'à très récemment, créant une vague de protestations immense et un sentiment anti-américain croissant. En 1972, Okinawa revint dans le giron japonais, mais les bases américaines ne furent pas démantelées pour autant et les soldats en poste ne perdirent en rien les habitudes prises par leurs prédécesseurs. Pendant une vingtaine d'années encore, on compta plus d'une centaine de viols par an, dont beaucoup sur des mineurs, sans qu'aucune sanction ne soit prise, les commissariats japonais eux-mêmes hésitant à prendre les plaintes des victimes et les dissuadant de porter plainte. En 1995, ce fut le viol très violent d'une petite fille de 12 ans par un groupe de soldats américains qui suscita un renouveau de la vague de protestations contre la présence américaine au Japon et l'impunité des crimes commis. Ce fut aussi l'occasion pour beaucoup de se poser la question du pourquoi ces hommes, souvent pères de famille aux États-Unis, se transformaient en prédateurs parfois meurtriers, sans aucune considération pour les femmes japonaises. Ce furent les mouvements de protection de l'enfance, 28% des viols étaient commis sur des filles de moins de 15 ans, les associations de lutte contre le harcèlement sexuel et les mouvements féministes en plein essor dans les années 90, qui mirent le focus sur ce problème et attira l'attention du gouvernement. Mais le contexte géopolitique de l'époque, avec l'effondrement du bloc soviétique et l'incertitude des alliances à venir face à la Chine et à la Corée du Nord, firent que le gouvernement japonais ne prit pas de véritables mesures pour ne pas froisser l'allié américain censé protéger le pays. Un des leaders du mouvement anti-base américaine, Yamashiro Hiroji, fut même arrêté et torturé en prison alors que des centaines de manifestants se retrouvaient en garde à vue pour le simple port de pancartes ou de t-shirts. Il y eut des consignes données aux journaux pour ne plus relayer les affaires de viol ou d'agression près des bases au niveau national et la presse locale, qui seule continuait à en parler, fut invitée à employer le conditionnel. Alors tout put reprendre presque comme avant et les soldats américains qui s'engageaient avaient vite la consigne de leurs aînés de demander une mutation à Okinawa pour pouvoir y violer en toute impunité. Et cette horrible mécanique marcha et couvrit les crimes jusqu'à ce qu'un événement terrible n'advint en 2016, jetant à nouveau la lumière sur ce qui se passait depuis trop longtemps et sans que la justice ne s'en mêle sur le territoire national. Je vous prie de bien vouloir me pardonner cette longue introduction que je crois nécessaire à une meilleure compréhension des événements que je vais vous raconter maintenant et qui ont certainement changé la donne et éveillé les consciences. Mais à quel prix ? En 2016, Shimabukuro Rina avait 20 ans. Native d'Okinawa, elle résidait et travaillait dans la petite ville d'Uruma sur la côte est de l'île.
Depuis quelques mois, après avoir fini de courtes études de comptabilité, elle travaillait comme secrétaire dans une entreprise de logistique de la ville à quelques minutes de son domicile. En ce mois d'avril 2016, elle vivait depuis peu avec son fiancé rencontré lors de ses soirées karaoké entre copines et envisageait de se marier et d'avoir leur premier enfant. Cette petite femme brune d'1,55 m à la frange charmante et au sourire communicatif était très discrète et ce depuis toujours. Ses amis d'enfance en parleront d'ailleurs comme celle que tout le monde aimait mais qu'on ne remarquait pas tellement. Par contre, cette réserve habituelle disparaissait dès lors qu'il s'agissait de chanter ou de danser. Alors, depuis ses 16 ans, elle sortait régulièrement avec ses amis pour profiter un peu des rares moments de loisirs que lui laissait sa dure vie d'employée de bureau. Mais sa mère et sa grand-mère lui avaient, très jeune, appris à se méfier des endroits trop proches de la base américaine de Cadena, en proche périphérie de la ville, et plus spécialement à ne pas adresser la parole aux soldats en goguette et à les fuir en toutes circonstances. Terrifiée par les histoires qu'elle entendait de la bouche des femmes de sa famille, mais aussi par les articles réguliers qui paraissaient dans la presse locale et relataient de violentes bagarres et de nombreux viols commis par les hommes de la base, elle gardait ses distances. Bien sûr, il y avait ses filles qui cherchaient à épouser l'un de ces boys pour pouvoir aller vivre aux États-Unis et tenter leur chance, mais elles le savaient, en règle générale, ils repartaient au pays seuls et les pauvres filles se retrouvaient filles-mères, sans aucune aide et mises au banc de la société. Mais Lina n'était pas de celle-là. Son avenir, elle le voyait avec ce jeune chauffeur de 23 ans et ne pensait qu'à une chose, partir pour des cieux moins hostiles, peut-être Kyushu ou Kyoto, et y établir sa famille en devenir. Ce 28 avril, vers 20 h, rentrant du travail, elle se changea, chaussa ses sneakers rouges et enfila son coupe-vent noir pour aller marcher un peu comme elle faisait souvent pour s'aérer après une journée de bureau. Elle prit son portable et se mit sur Line, une messagerie gratuite très populaire au Japon, envoya un message à son fiancé et partit. Cheminant, ils échangèrent quelques messages se racontant leur journée et leurs projets pour la soirée. Lina longea la rivière, puis courut un peu sur le large boulevard longé de centres commerciaux et de restaurants avant de prendre une voie moins entretenue qui longeait de grands complexes industriels et de vastes entreprises de transport. Ces chemins, jonchés de mégots et de capsules de bière, étaient en voie de réhabilitation et des panneaux indiquaient des rénovations à venir. Elle marcha et courut environ 1 heure avant de prendre la petite route qui la reconduirait vers sa maison. Vers 21 h, elle reçut un message de son fiancé qui demandait si elle pouvait s'arrêter dans un convenience store pour y acheter quelque chose pour le petit déjeuner. Elle lut le message. De son côté, le jeune homme vit la notification, lue. Mais elle ne répondit jamais. Inquiet mais pas paniqué, il attendit encore 1 heure, se disant qu'elle avait peut-être croisé une amie ou avait changé ses plans pour la soirée sans le lui dire. Mais en regardant son sac à main laissé dans l'entrée, il s'aperçut qu'elle n'avait pas pris son portefeuille. Ayant peur de le perdre en courant, elle le laissait toujours, prenant juste un peu de monnaie dans sa poche pour étancher sa soif à un distributeur automatique ou acheter un snack ou deux en rentrant. Elle ne pouvait donc pas être sortie avec ses amis sans son portefeuille et surtout en jogging et après avoir couru. Elle était tellement coquette que la chose lui parut impensable. Vers 23 h, après avoir appelé tout le monde, parents et amis, il se rendit au poste de police du quartier pour signaler sa disparition. Mais le policier de service lui demanda de repasser le lendemain matin, arguant que les disparus du soir rentraient souvent le matin et que de toute façon, il n'avait pas d'officier disponible pour prendre sa déposition. C'est ce qu'il fit, ne voyant pas Lina rentrer, il fit une déclaration de disparition inquiétante et une enquête fut lancée. Le fiancé et les amis de Lina commencèrent alors leur enquête complémentaire en postant chaque jour des appels à témoins sur les réseaux sociaux, écrivant à tous ses contacts, remontant tous ses fils de discussion. Des affichettes à l'effigie de la disparue furent placardées sur toute l'île et des flyers la décrivant et appelant à l'aide furent distribués dans toutes les boîtes de la région. Du côté de la police, l'enquête piétinait. Aucun témoin dans la zone industrielle où elle avait disparu, pas de traces de sang, de vêtements ou d'indices, et de maigres pistes du côté d'une secte étrange qui résidait dans le coin et dont on disait qu'ils enlevaient de jeunes femmes pour alimenter la libido de leur gourou. Mais après enquête, cette piste fut abandonnée et les soupçons se portèrent sur le fiancé qui, lui aussi, fut blanchi très vite, témoignages de voisins et bornage de portables à l'appui. Outre l'enquête de terrain, la police centrale avait réquisitionné des centaines d'heures de vidéoprotection dans ce secteur très commerçant et industriel.
Après des semaines de visionnage et en se basant sur l'heure approximative de sa disparition, les enquêteurs purent repérer un véhicule qui se détachait des autres en termes de pertinence, un SUV rouge probablement de marque Nissan. Il fut difficile d'établir le modèle précis de la voiture car les caméras qui avaient filmé cette dernière étaient assez éloignées de cette petite route et couvraient la zone d'entrée des bâtiments. Mais quoi qu'il en soit, la police avait un début de preuve et un avis de recherche concernant un SUV rouge fut communiqué à tous les commissariats de l'île. Quelques jours après, la possibilité accrue que cette voiture ne soit celle d'un possible ravisseur fut confirmée par les résultats des analyses GPS du téléphone de Rina, qui avait borné pour la dernière fois sur un relais situé à quelques mètres de l'endroit où avait été filmée la voiture. Là, l'enquête accéléra et assez rapidement, après avoir interrogé les quelques propriétaires de véhicules du type recherché, un suspect émergea et le 16 mai, la police préfectorale d'Okinawa arrêta Kenneth Franklin Gatson, 32 ans, employé civil à la base militaire de Kadena et ancien soldat démobilisé qui avait déjà séjourné sur l'île quelques années auparavant. Cet installateur du câble fut placé en garde à vue et son véhicule, un SUV rouge, fut réquisitionné et envoyé à la police scientifique pour y être décortiqué et analysé. Des taches de sang grossièrement effacées y furent retrouvées et bientôt, un ADN en fut extrait, celui de Shimabukuro Rina. Poussé par l'opinion publique qui se réveilla suite à cette annonce par les journaux locaux puis nationaux, les autorités ne livrèrent pas le suspect aux autorités militaires américaines et ce fut un procureur japonais qui prit l'affaire en main. Le suspect avoua assez vite face aux preuves matérielles mais nia toute violence, parlant d'une balade romantique et d'une coupure qu'elle se serait fait. Mais face à la pression des enquêteurs, sa version évolua et quelques jours plus tard, il avoua l'avoir violée mais affirma à nouveau ne pas savoir ce qui était advenu d'elle après qu'il l'ait laissée partir. Sa version s'écroula lors de la fouille du camp Foster, dans lequel le suspect résidait, et de la découverte dans une vieille poubelle camouflée derrière un entrepôt désaffecté de pièces à conviction très bavardes. Il y fut retrouvé une pelle comportant les empreintes de Gatson et une valise contenant des vêtements tachés de sang, celui du suspect. Plus inquiétant, un couteau réglementaire de l'armée américaine et couvert du sang de Lina était roulé dans un t-shirt. Mis au pied du mur, il finit par avouer que tout ne s'était pas exactement passé comme il l'avait dit et finit par conduire la police là où se trouvait le corps. Suivant ses indications, il retrouvait Rina en état de décomposition près du village de Onna dans le district d'Afuso. Il avait été abandonné là, vaguement recouvert de terre et de feuilles dans un petit bois peu fréquenté et loin de tout. Avant de revenir sur le procès, je voudrais vous donner le déroulé des faits tel qu'il a été établi par l'instruction, les aveux du mis en examen et les preuves scientifiques. Pour cela, et comme je l'ai fait pour la victime, je reviens un instant sur l'histoire de Gatson. Originaire de New York, il avait rejoint le corps des Marines à 18 ans, comme beaucoup de jeunes Américains après le 11 septembre. Désireux d'aller en découdre au Moyen-Orient, il fut empêché de rejoindre le front par une addiction au barbiturique et à l'alcool, et une légère allergie aux noisettes, et dut se contenter d'un cantonnement local. Après plusieurs demandes, il obtint sa mutation à Okinawa après avoir, selon ses propres aveux, reçu le conseil d'un gradé qui en revenait et lui avait vanté la facilité d'avoir autant de filles qu'il voulait, même sans qu'elles soient tout à fait d'accord. Il y passera 5 ans, le temps de son engagement, et sera plutôt mal noté par ses supérieurs, alcoolique, bagarreur et souvent ramené à la base par la police japonaise pour du tapage en ville, mais aussi pour des agressions sexuelles et des refus de payer les prestations des prostituées. Il finira son temps sous les drapeaux sans grade, mais également sans problème, mis à part quelques jours de cellule pour les affaires les plus graves. C'est à cette période de sa vie qu'il apprendra et expérimentera qu'il est facile et sans conséquence de commettre les pires infractions au Japon lorsqu'on est un soldat de l'oncle Sam. Cette assurance, comme beaucoup de ses semblables, il ne fera que la développer, s'en tirant à chaque fois, lui et ses complices en kaki. À tel point que lorsqu'il dut raccrocher son uniforme et rentrer à New York, il fit tout pour y repartir et finit par trouver un emploi par le biais de ses réseaux. Il repartit donc pour Okinawa en 2014 et rejoignit la base de Kadena, qu'il connaissait bien, pour y travailler comme installateur télé et câble. Y retrouvant d'anciens camarades, il reprit sa vie d'avant et retrouva ce sentiment de puissance et d'impunité que lui allouait cet uniforme qu'il n'avait pourtant plus le droit de porter, mais arborait régulièrement pour se prémunir d'éventuels problèmes avec la police lors des soirées trop arrosées. Fin 2014, il tomba amoureux d'une des filles qu'il fréquentait régulièrement dans un des clubs à soldats de la ville et l'épousa quand elle lui annonça sa grossesse.
Shinzato Marie, 21 ans, se retrouva donc l'épouse de l'ancien Marine et lui donna un fils en 2015. Le nez en plein dans les magouilles, avec quelques anciens frères d'armes, il prit le nom de son épouse en plus du sien et partit s'installer pour un temps chez ses beaux-parents pour échapper, semble-t-il, à un gang local qui l'aurait floué. Mais la collaboration avec la belle famille fit long feu lorsqu'ils s'aperçurent que leur gendre était non seulement un alcoolique notoire qui rentrait saoul tous les jours, mais surtout qu'il battait leur fille régulièrement et fréquentait les maisons closes du quartier. Il reprit donc un pied-à-terre au camp Foster avant d'y faire venir femme et enfants début 2016. Rentré dans le rang par peur de représailles et de réels ennuis avec la justice, Gadsden déclara lors de son procès que cette envie de viol et de domination qu'il avait ressentie lors de son premier séjour lui manquait et que, dans un coin de sa tête, l'envie de recommencer le titillait. Le 28 avril 2016, après une énième dispute avec sa femme, Gadsden partit au travail au volant de son SUV rouge avec au fond de lui cette haine qu'il lui fallait expulser. Il passa sa journée à gamberger, regardant les femmes passer dans la rue et, dira-t-il lui-même, à se demander laquelle allait payer pour les autres et surtout pour sa femme qui lui tapait sur les nerfs. Après son travail, vers 18h30, il partit boire quelques verres avec des amis et roula sans trop savoir où il allait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait violer une femme et lui faire mal. Il se disait qu'il n'irait peut-être pas jusqu'à la tuer, mais qu'après tout, si cela devait arriver, ce n'était sans doute pas si grave que ça. Il le savait bien, très peu de victimes portaient plainte et très peu de plaintes aboutissaient. Pour les meurtres, il savait que la justice était plus sévère, mais il avait entendu nombre de récits de soldats qui avaient tué les filles qu'ils agressaient et n'avaient jamais été inquiétés. Alors oui, au fond de lui, il savait que ce qu'il allait commettre resterait sûrement impuni, et puis, il le dira également à plusieurs reprises, si les filles d'Okinawa ne voulaient pas être violées, bien elles n'avaient qu'à rester chez elles. C'est vers 20h qu'il arriva à Oruma. L'endroit était tranquille entre campagne et ensembles commerciaux. Il roula quelque temps sur les avenues, puis les routes plus petites et les allées qui longeaient les grandes usines. C'est là qu'il aperçut une jeune femme qui courait, elle portait des chaussures de course rouges et un coupe-vent noir. En une fraction de seconde, il sut que c'était elle qu'il allait profaner, humilier et violenter, alors il se gara, sortit en vitesse de sa voiture, ouvrit son coffre et y attrapa la batte de baseball qu'il y gardait toujours au cas où, marcha rapidement derrière la jeune joggeuse et lorsque celle-ci ralentit, la frappa violemment derrière la tête avec son instrument. Inconsciente, il la traîna jusqu'à sa voiture, cachée par des buissons et la friche des terrains mal entretenus, et la jeta dans le coffre, la cachant dans la grande valise qu'il y gardait toujours. Il roula quelques kilomètres et s'arrêta au bout d'un chemin, loin de tout, au bord de la rivière. Alors il jeta Lina hors de la voiture, l'extirpa de la valise, elle bougeait à peine, et la viola une première fois. Réveillée par la violence de ce qui lui arrivait, elle se mit à crier et Gadsden lui passait les mains autour du cou pour la faire taire. Puis il attrapa une bière dans sa voiture et alluma une cigarette en regardant sa victime, inconsciente et presque nue. Après une trentaine de minutes, il urina sur la malheureuse et la gifla pour qu'elle reprenne conscience. C'est ce qu'elle fit malgré une plaie ouverte à la tête qui saignait abondamment et une asphyxie qui venait sans doute de lui faire frôler la mort. Lui maintenant les poignets, il la viola à nouveau et voyant qu'elle ne criait plus et se débattait à peine, entra dans une colère noire et la frappa à nouveau avec sa batte, lui faisant à nouveau perdre conscience. La pénombre venant, il tira son corps vers le bois qui bordait le chemin pour l'y abandonner, la croyant morte. Mais alors qu'il allait la pousser au bas d'un fossé, il vit que Lina ouvrait les yeux et essayait de dire quelque chose, tendant sa main vers lui. Alors, attrapant le couteau qu'il portait à la ceinture, il la frappa avec à 12 reprises dans le torse et l'abdomen. Puis il la rhabilla tant bien que mal, la cacha derrière un buisson et repartit chez lui chercher une pelle, pensant qu'il était trop dangereux de transporter le corps pour aller la jeter dans l'océan. Il revint 1 heure plus tard, dissimula le corps sous quelques pelletées de terre sablonneuse et de feuilles mortes de l'année passée, écrasa le téléphone de la jeune femme à coups de batte et rentra chez lui. En chemin, il balança ce téléphone et la batte dans un étang qui longeait la route. Arrivé dans son garage, il attrapa une vieille valise militaire, se déshabilla, y fourra ses vêtements et le couteau ensanglanté, prit une douche, se changea et alla cacher le tout, pelle comprise, dans l'endroit le moins fréquenté de la base, les poubelles d'un entrepôt depuis longtemps désaffecté et où personne ne mettait plus les pieds.
Ensuite, il dira avoir angoissé pendant quelques jours, beaucoup bu et pris différentes drogues, surtout lorsque les appels à témoins commencèrent à fleurir sur les réseaux sociaux et les murs de la région. Mais après une semaine, boosté par son ego et la certitude que rien ne lui arriverait, il reprit le travail et la vie normale et on le vit à nouveau dans les bars de nuit, les maisons closes de la ville et parfois avec femme et enfants la journée pour donner le change. Lors de ses dernières auditions avant procès, il dira avoir été étonné lorsque la police était venue l'arrêter, sûr qu'il était de ne jamais être inquiété. Cette arrestation fit grand bruit dans tout le pays et tout le monde put suivre les avancées des aveux jour après jour, créant un émoi national sans précédent. L'opinion publique japonaise avait déjà été choquée par le viol ultra-violent d'une touriste de Fukuoka en vacances à Okinawa par un marin de l'US Navy, Justin Yoge Castellanos, qui s'était introduit dans sa chambre d'hôtel voisine de la sienne, l'avait forcé à boire un cocktail fortement dosé en GHB et violé toute la nuit. Lorsqu'elle s'était réveillée en hurlant, terrifiée de trouver un inconnu dans son lit, il l'avait roué de coups et laissé dans un état préoccupant. Il avait été condamné à 2 ans et demi de prison, peine jugée beaucoup trop clémente par la population. Pendant les interrogatoires de Gatson, qui livrait peu à peu la vérité au fil des découvertes de la police, les manifestations anti-base militaire reprirent de plus belle. Le sentiment anti-américain refit surface, en force même, parmi les plus modérés, et toute cette agitation revint aux oreilles du Premier ministre de l'époque, Abe Shinzo, qui s'apprêtait en plus à recevoir le président Obama pour une visite historique à Hiroshima. Dans la nuit du 19 mai, alors que le suspect commençait à se mettre à table, le commissaire en charge de l'enquête en informa le gouverneur d'Okinawa, Onaga Takeshi, qui téléphona au ministre des Affaires étrangères, Kishida Fumio, légalement en charge de ce genre d'affaires puisque les bases américaines sont légalement des enclaves étrangères sur le territoire national, comme une ambassade. Contact officiel fut pris avec l'ambassadrice des États-Unis au Japon, Caroline Kennedy, la fille de John Fitzgerald Kennedy, qui exprima son souhait que Gatson soit confié à la justice militaire américaine, ainsi que le dossier de police pour qu'il soit jugé par leurs soins. Cette demande fut le début d'un bras de fer entre le Japon et les États-Unis, le premier depuis bien longtemps. Devant les vives protestations du ministre Kishida, qui exigeait que le suspect soit jugé par une juridiction civile et japonaise, le vice-amiral Lawrence Nicholson, chef des forces américaines à Okinawa, visita le préfet et le gouverneur Onaga dès le 20 mai pour présenter les excuses des forces militaires et mettre un peu de pression sur les élus pour leur remettre Gatson. Le 21 mai, jour des obsèques de Lina, le gouverneur Onaga, le ministre de la Défense Nakatani et le ministre délégué d'Okinawa Shimajiri Aiko, dont les sympathies pour les mouvements anti-bases militaires n'étaient pas feintes, se joignirent à la famille Shimabukuro et ignorèrent dans un geste très politique le représentant de l'état-major américain. Représentant dont le cadeau de funérailles fut d'ailleurs refusé par la famille en deuil, lui demandant par là même de quitter la cérémonie. Cet épisode fut extrêmement représentatif de la cassure entre ces deux mondes qui cohabitaient depuis trop longtemps sans l'avoir jamais décidé. La presse de tous les bords politiques s'en saisit d'ailleurs pour repenser cette présence américaine et faire un bilan de ses 70 ans, listant les crimes commis et le coût à charge pour le Japon qui doit assurer l'entretien et le fonctionnement des camps militaires. Devant cette vague de protestations, même de la part des plus hautes instances de l'État, le secrétaire d'État à la Défense Ashton Carter appela le ministre de la Défense Nakatani pour lui déléguer la prise en charge judiciaire de Gatson, ne faisant finalement qu'appliquer le droit. Il assura le ministre japonais de toute la coopération du contingent américain sur place et lui promit de parler au président Obama en personne. Le suspect, depuis passé à des aveux complets, était donc entre les mains de la justice japonaise et serait jugé à Okinawa, le procureur ayant refusé le dépaysement du procès à Tokyo devant les craintes de la famille et de l'avocat de Gatson que la justice locale ne veuille en faire un exemple et un bouc émissaire pour toutes les affaires impunies précédentes. Le 23 mai, le gouverneur Onaga était reçu par le Premier ministre Abe pour discuter de la façon de traiter cette affaire et s'assurer que le président en place Obama en parlerait lors de sa visite prochaine. Pendant ce temps, les assemblées locales faisaient voter une résolution qui dépénalisait les manifestations anti-bases militaires dans les villes et villages de Uruma, Nago, Naha, Onna et quelques petites bourgades de moins de 100 habitants, elles aussi frappées par les violences des soldats. Le 26 mai, le président Barack Obama, en visite au Japon pour le Ise-Shima, le G7, mentionna l'affaire dans son discours et adressa ses sincères condoléances à la famille Shimabukuro et ses profonds regrets pour ce qui s'était passé.
Le 27 mai, suite à la pression médiatique et politique, l'Assemblée préfectorale d'Okinawa fit voter une résolution visant à délocaliser les bases américaines dans des endroits de l'archipel moins peuplés. Elle fut adoptée avec une courte majorité, beaucoup d'élus étant d'abord des commerçants et y voyant en priorité le manque à gagner. Suite à cela, le 4 juin, le ministre de la Défense Nakatani et le secrétaire d'État à la Défense Carter se retrouvèrent lors d'une conférence militaire à Singapour et se mirent d'accord pour une révision du statut pénal des militaires américains au Japon et sur le statut des employés civils de ces bases, alors rattachés à la Défense et pas au ministère des Affaires étrangères. Quelques jours plus tard, le grand stade Onoyama de Naha accueillait plus de 65 000 personnes pour demander le départ immédiat des troupes US du sol japonais, pendant qu'au domicile de la famille Shimabukuro à Nago, une cérémonie du souvenir interdite aux Américains réunissait des centaines de personnes, familles, proches, voisins et habitants des environs. Le 5 juillet, alors que l'instruction était en plein, les ministres Kishida et Nakatani rencontraient l'ambassadrice Kennedy et le chef de l'US Air Force au Japon, le commandant John Dolan, pour signer des traités quant au statut des militaires et civils rattachés et en profitèrent pour discuter d'un éventuel retrait progressif de la présence américaine sur le sol japonais. Le lendemain, l'accord sur les statuts juridiques était signé avec effet immédiat, ouvrant d'autres procès en attente possibles. Il ne fut pas question de la fin de l'occupation. Mais pour l'opinion publique et les habitants d'Okinawa, les choses changeaient. On parlait et agissait enfin et les horreurs dissimulées depuis toutes ces années éclataient au grand jour et pourraient peut-être un jour s'arrêter. Toutes les conditions étaient alors réunies pour que le pays se passionne pour ce procès qui commença en avril 2017. Bien sûr, Gatson y est tout en bloc et s'il reconnaissait avoir eu des relations intimes avec la victime et l'avoir transportée dans sa voiture, il invoqua tout d'abord une liaison qu'il aurait eue depuis quelques mois avec Lina, appuyée dans ses propos par des témoignages de Marines qui avaient servi avec lui et le fréquentaient au moment des faits. Certains d'entre eux, en préparation du procès, avaient d'ailleurs lancé la rumeur autour de Uruma. Mais très vite, les proches et les gens qui connaissaient Lina, ses employeurs aussi, démentirent ces rumeurs et vinrent témoigner de l'impossibilité d'une telle relation, preuves à l'appui. Les quelques dates de rencontre que donnait Gatson étaient impossibles au regard de l'emploi du temps de Lina et des preuves matérielles de cet agenda et de plus, l'accusé montra des SMS prétendument échangés avec la victime sur un téléphone sorti de nulle part et relata de longues conversations sur un possible avenir en commun. Seul problème, Gatson ne parlait pas un mot de japonais et Lina pas un mot d'anglais. Quant aux traces de sang retrouvées dans sa voiture, elles le furent dans le coffre, pas sur le siège, excluant toute coupure au doigt comme il l'affirmait. De plus, de nouvelles images de vidéoprotection avaient été découvertes qui le montraient le lendemain du meurtre, acheter du sel de bicarbonate dans un supermarché, produit retrouvé dans le SUV rouge sur les tapis qu'il avait tenté de détacher. Alors sa défense changea. Tout d'abord, son avocat tenta de plaider l'abolition du jugement au moment des faits, invoquant la grande quantité d'alcool et de drogues diverses que son client prenait depuis longtemps. L'accusé parla des voix qu'il entendait depuis tout petit et des tentatives de suicide qu'il aurait commis pour tenter de les faire taire. Mais une expertise psychiatrique mandatée par la défense et la partie civile ne montra aucune pathologie et sa mère, auditionnée à New York par un expert judiciaire international, ne fit état d'aucun problème mental de son fils pendant son enfance et son adolescence. Elle en profita d'ailleurs pour demander au Japon de lui rendre son fils et de ne pas le condamner pour cette bêtise. De nouveau mis à mal, l'avocat de la défense Takeutsu Toshimitsu et Gatson changèrent à nouveau de stratégie. Il avoua finalement avoir violé Lina et l'avoir frappée avec une batte pour ne pas qu'elle s'enfuie. Mais l'assurait-il, il n'avait aucune envie de lui faire du mal, juste s'amuser un peu. Et lorsqu'il la conduisit dans les fourrés près de la rivière pour l'y abandonner après le viol, il assura qu'elle était vivante. Aux questions sur les coups portés avec son couteau retrouvé près de chez lui avec ses empreintes et le sang de la victime, il répondit « Oui, comme son cœur battait mais qu'elle ne bougeait pas trop, je lui ai mis des petits coups de lame dans les côtes, comme ça, pour la faire réagir, pour qu'elle se réveille, quoi. Je ne voulais absolument pas la tuer. D'ailleurs, après ça, quand je suis parti, elle était toujours en vie, j'en suis sûr. »
Cette réponse laissa la partie civile perplexe et l'avocat, voyant leur attitude changer et son client faire et dire un peu n'importe quoi, demanda la révocation de l'interprète qui traduisait les propos de Gadsden à la barre. Les deux autres traducteurs se succédèrent, mais rien n'y fit. Les propos incriminants de Gadsden se multipliaient ainsi que ses contradictions. Les légistes purent prouver que les coups de couteau donnés à la victime étaient beaucoup trop violents et profonds. Ils avaient entaillé les os de Lina pour ne pas avoir été donnés dans le but de tuer. Après quelques mois de procès et de destruction argumentée et prouvée des affirmations de l'accusé, il jeta l'éponge et avoua tout, audience après audience. Semblant soulager sa conscience, il avait aussi l'air de penser que tout était perdu pour lui, voyant les preuves matérielles s'accumuler. Alors il parla et parla encore. Il évoqua cette envie de tuer qu'il avait depuis longtemps, c'était d'ailleurs pour cela qu'il avait rejoint le corps des Marines, mais il avait très mal vécu le fait de ne pas avoir été envoyé au front et avait gardé cette envie de sang. Il dit d'ailleurs avoir pensé à une tuerie de masse dans le camp militaire pour éliminer certains faillots et faire un Epic Suicide by Cop version militaire. Quant à son goût pour le viol, il parla pendant des heures de cet état d'esprit qui régnait dans l'US Army à propos des femmes d'ici, qu'il ne voyait pas vraiment comme des femmes d'ailleurs, mais plus comme une réserve de qui ne demandait que ça. Selon lui, il ne lui serait jamais venu à l'esprit d'agresser une femme américaine. Ces audiences créeront un véritable tollé, d'abord dans la salle, puis dans le pays, lorsque les journaux en parleront. La question du racisme anti-asiatique était posée et apparaissait comme un système de pensée au sein de l'armée américaine, puisqu'étendue aux troupes basées en Corée du Sud, aux Philippines et un peu partout en Asie. Très vite, les slogans des manifestants qui demandaient juste la fermeture des bases se changèrent en US Go Home. Puis il passa à l'attaque elle-même, expliquant pourquoi il avait choisi Elina, et il déclara « Ce jour-là, j'avais décidé de trouver une jolie fille et de la violer, peut-être de l'abîmer un peu, ok. J'ai roulé et je l'ai vue, elle m'a plu et une petite voix m'a dit « C'est elle, fonce ». J'ai un peu hésité parce que j'ai vu que la lune était pleine et rouge, ce qui est un mauvais présage, mais l'envie était trop forte, alors j'ai foncé. Je n'avais rien contre elle en particulier, ça aurait pu être n'importe qui. Vous voyez qu'il n'y avait pas de préméditation. Puis il ajouta « Je l'ai frappée avec la batte pour ne pas qu'elle s'échappe. À la base, je voulais juste la mettre dans le coffre et l'emmener dans un love hotel pour la violer. Mais je crois que j'ai tapé trop fort parce qu'elle saignait beaucoup de la tête. Alors j'ai dû changer mes plans et faire ça à la belle étoile. Je voulais la laisser partir après ça, je vous jure, mais tout s'est accéléré, voilà, c'est dommage. » Les jurés, témoins, familles et la cour durent aussi endurer ses fanfaronnades sur ses performances sexuelles, affirmant que certaines filles qu'il avait violées dans le passé l'avaient rappelé pour remettre ça. Continuant sur la soirée du meurtre, il déclara également « Quand je me suis engagé dans ce chemin, il y avait beaucoup de voitures sur les axes principaux, j'avais peur de croiser une patrouille de police. Alors j'ai choisi ce petit coin tranquille. Quand je l'ai descendu du coffre, je l'ai laissé tomber par terre et sa tête a cogné. J'ai eu peur qu'elle meure, c'est vrai, je n'allais pas violer une morte quand même. » Puis à propos des coups de couteau. Je vous assure qu'elle était morte quand je lui ai mis les coups de lame, c'était juste pour être sûr. En fait, c'est le choc qu'elle a reçu à la tête en tombant du coffre, du coup c'est un accident. Je suis donc détenu pour un simple accident. Les légistes prouveront le contraire. Pour ce qui est de la suite des événements, le soir et les jours qui suivirent le meurtre, il dira « Je suis rentré chez moi crevé et je ne pensais pas qu'assouvir un simple fantasme allait me prendre autant de temps et d'énergie. Le lendemain, j'ai eu un peu peur que la police vienne me voir, mais bon, je sais que les viols et les agressions commis par nous font rarement l'objet de plaintes et que les plaintes n'aboutissent presque jamais, alors quelques jours plus tard, j'ai repris ma vie normale, je ne pensais même plus à cette fille. » À la date anniversaire de la mort de leur fille, les parents de Lina répondirent à une interview dans le Asahi Shimbun. Sa mère y disait entre autres « Je sais que tout le monde nous demande de pardonner à celui qui a assassiné notre fille, mais je ne peux pas. Il y a encore trop d'agressions causées par des soldats et des civils de la base et il faut que ça cesse. Les bases doivent fermer et les Américains rentrer chez eux pour la sécurité de nos enfants. C'est ce que tous les gens d'ici souhaitent. » Via leur avocat, la famille demanda la peine capitale pour Gadsden et l'opinion publique suivit largement cette demande. Mais la cour ne suivit pas ce réquisitoire et le 1er décembre, il fut condamné par la cour de Naha aux travaux forcés à perpétuité, la peine la plus lourde après la capitale. Les raisons pour lesquelles le juge n'a pas prononcé la peine de mort sont certainement plus politiques que juridiques, car même s'il est rare qu'elle soit prononcée pour un seul meurtre, ce fut cependant le cas pour certains crimes particulièrement atroces. Beaucoup dirent et écrivirent qu'un incident diplomatique notable aurait pu découler d'une telle condamnation et que la période de négociation sur le démantèlement des bases demandait de l'apaisement.
Le condamné interjeta appel de cette décision, mais 14 jours plus tard, la Cour suprême du Japon le lui refusa. La Cour de Nara décida d'une compensation financière pour la famille de la victime et se heurta un moment à un refus catégorique des États-Unis lorsque le juge statua que ces dommages et intérêts devaient être payés par le gouvernement américain. Quelques semaines plus tard, après d'âpres négociations par ministres interposés, la famille reçut cette somme dont le montant n'a jamais été communiqué, réglée à moitié par les USA et à moitié par le Japon. En 2019, un référendum fut proposé aux habitants d'Okinawa par le biais de leurs grands électeurs à propos de la délocalisation des bases américaines dans des îles du Sud peu ou pas peuplées. À la grande surprise, le non l'emporta à 70%, la raison en était simple et purement économique. Les 50 000 soldats et civils font vivre l'économie des loisirs et de la nuit et perdre cette manne financière créerait, selon les élus qui s'y opposent, une grave crise financière sur l'île. Peu de temps après ce vote qui ulcéra l'opinion, le scandale de la pollution des îles d'Okinawa et Ryukyu par les installations militaires américaines vint ajouter une goutte d'eau au vase de l'exaspération et les manifestations reprirent de plus belle. Aujourd'hui, fin 2021, rien n'a vraiment changé. Prétextant la menace nord-coréenne, le président Biden et le premier ministre Suga ont décidé de maintenir les bases un moment encore aux frais du contribuable japonais qui, en majorité, est contre cette présence intrusive et, rappelons-le quand même, illégale vis-à-vis de l'ONU. La condamnation exemplaire de Gatson n'a en rien arrêté les viols à Okinawa et près des bases américaines du pays et le mouvement de protestation s'amplifie un peu plus chaque année. Ces associations demandent un référendum national et non local et ouvert à tous, qui, d'après les sondages, l'emporterait à plus de 60%. Mais au Japon, comme ailleurs, la volonté du peuple s'efface souvent devant les intérêts économiques et politiques, et les filles d'Okinawa en paient un prix bien trop cher. Pour travailler sur cette affaire, je me suis plongé, entre autres, dans le livre Night in the American Village de l'écrivaine nippo-américaine Akemi Johnson, qui a vécu près des bases d'Okinawa, dont elle est native, d'un père soldat de la Navy et d'une mère japonaise. Si vous désirez en savoir beaucoup plus sur les relations complexes et conflictuelles entre les deux populations qui vivent face à face plus qu'elles ne vivent ensemble, je vous conseille la lecture de ce livre passionnant qui vous fera peut-être découvrir un aspect encore différent de la réalité du Japon d'aujourd'hui et d'hier, prouvant encore, si besoin était, que les stigmates de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas encore refermés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip ou en faisant un tour sur la boutique Satsujin où vous trouverez mes livres, le CD des musiques de la chaîne, t-shirts et goodies. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour suivre mon actualité, Twitter, Instagram et Facebook, et si vous voulez bénéficier davantage de petits cadeaux et de lives privés, rejoignez l'unité Satsujin. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Je voulais aussi vous dire que mon dernier livre, Satsujin 2, secte, gang et homicide au Japon, venait de sortir, toujours chez Camion Noir, et que vous pouvez vous en procurer une version dédicacée via satsujin.fr. Je vous quitte, d'autres gros dossiers m'attendent. Matane!